du coup, on est dans les temps et on va terminer par une table ronde. D'accord. Par la table ronde, pardon, sur le financement participatif. Et donc, je vais proposer à Sandra Prédine-Ballery du département de l'Oise de nous rejoindre, Anne Carré du Musée d'Histoire Naturelle de Lille, Christophe Delepierre de Tridé et Thérèse Lemarchand de Culture Time. Et donc on va évoquer ce sujet du financement participatif. C'était ce matin une des tendances importantes dans le monde du patrimoine. Et on va essayer de... Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on a décidé d'être extrêmement concret pour vous donner... Alors, voilà. Alors je suis déçu parce que Anne devait venir en peau de bête. Et c'est pas du tout le cas. Non, mais elle est venue avec ses animaux, son affiche. Et donc, on va être extrêmement pratique. On va partir d'une expérience qui a déjà eu lieu, sur laquelle on a un petit peu de recul, tout petit peu de recul, mais au moins qui est allé à son terme déjà. Avec le MUDO. On va parler d'une expérience qui est en cours avec nos animaux empaillés, donc au musée ou au muséum ? Au musée d'histoire naturelle. Et on parlera d'une expérience qui est... je trouvais intéressant d'ajouter cette expérience parce que c'est une expérience de crowdfunding pour une entreprise privée, une start-up, mais qui ambitionne de travailler pour les musées, pour enrichir la médiation des musées. Et on terminera le petit tour de table avec Thérèse Lemarchand de Culture Time, qui donnera des conseils sur la manière de réussir une opération de crowdfunding, puisque Culture Time a été le partenaire crowdfunding des 2 expériences qu'on va présenter. Donc je vous propose tout de suite de commencer par l'expérience de crowdfunding qui a eu lieu l'année dernière, au MUDO. Et je vais donner tout de suite la parole à la directrice des affaires culturelles du département de l'Oise, mais qui avait la casquette musée au moment où l'opération, donc vous connaissez extrêmement bien le projet. Alors, je vous cale là. Merci beaucoup pour votre invitation. Donc, effectivement, avant d'occuper les fonctions de directrice de la culture du département de l'Oise, j'ai occupé les fonctions qu'occupe actuellement Anne-Sophie Marchal, de directrice en charge de l'administration générale. Et dans le cadre du projet de rénovation du MUDO Musée de l'Oise, nous avons lancé du 15 septembre au 31 octobre la première opération de financement participatif portée en direct par une collectivité territoriale. Donc, en préambule de mon intervention, je me proposais de passer le petit film qui a été réalisé pour soutenir la campagne. Et puis, donc, après, je reviendrai sur la structuration et les moments forts de cette campagne. L'enrôlement des volontaires de 1792 de Thomas Couture est un des chefs-d'œuvre des collections du MUDO Musée de l'Oise. Cette peinture a été maintenue roulée sur un cylindre pendant quelques années et donc pour son exposition, nous avons procédé à plusieurs interventions sur son support. Avant de tendre la toile sur le châssis, nous avons quand même procédé à la consolidation de quelques petites déchirures et quelques perforations qui étaient principalement situées en périphérie. Nous avons ensuite posé de nouvelles bandes de tension pour retendre la toile sur un nouveau châssis. C'est une opération
opération très importante de près de 80 000 € portée par le département de l'Oise avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles de Picardie. Le Mudo-Musée de l'Oise a également lancé une opération de mécénat participatif, un pari réussi puisque 156 mécènes se sont engagés aux côtés du musée. Allez-y. Et aujourd'hui, nous avons donc tendu la toile sur son châssis et nous sommes en train de parfaire la tension. Ah, c'est pas trop mal. Moi, il est bien. Dans mon tableau, ils portent la liberté au monde. Ils sont tous unis dans le même esprit. Ils veulent l'égalité. Prêtres, laboureurs, ouvriers vont au même but. Ils partent pour défendre la patrie en danger. Du sein de la foule surgit la génération à venir. Voilà, alors le contexte dans lequel s'est inscrit cette opération, c'est donc celui de la rénovation du Mudo-Musée de l'Oise. Anne-Sophie, ce matin, dans le cadre de la présentation du dispositif Ibicon, vous a fait une petite présentation de l'institution et du projet. Le Mudo-Musée de l'Oise est un des 2 sites patrimoniaux portés par le département de l'Oise. C'est un service du département, c'est un détail, mais c'est important après techniquement pour le portage de l'opération de crowdfunding. Le site est intégralement classé monument historique et labellisé Musée de France. Ce musée, Anne-Sophie, là encore l'exprimait ce matin, était fermé depuis 17 ans pour la partie du palais Renaissance et a fait donc l'objet d'une restauration de près de 10 millions d'euros portée par le département, avec plusieurs chantiers imbriqués les uns dans les autres. Un chantier qui portait d'une part sur la rénovation du monument historique, d'autre part sur l'aménagement muséographique des salles du premier étage du palais Renaissance. Et enfin, un chantier numérique voilà, qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui. Et à cet effet, le musée a mis en place un schéma directeur numérique. L'opération de mécénat participatif, nous avons fait le choix de la faire porter donc, sur la restauration d'une œuvre majeure des collections. Donc l'enrôlement des volontaires de 1792 de Thomas Couture. C'était un choix, je dirais, stratégique, tant par le sujet que par l'opération elle-même. C'est-à-dire que le mécénat participatif a été conçu dans le cadre d'une stratégie globale de numérique, mais également une stratégie globale de communication. Donc l'œuvre, vous l'avez vu dans le petit film, elle est très impressionnante par ses dimensions. Elle mesure près de 50 mètres carrés. C'est un dépôt du musée d'Orsay au Mudo-Musée de l'Oise. Et donc, dans le cadre de la fermeture du palais Renaissance 17 ans auparavant, elle avait été démontée de son châssis, roulée et conservée dans des réserves externalisées. La restauration était très importante, 80 000 €, portée par la Direction régionale des affaires culturelles de Picardie et le département. Et donc, on a cherché un financement complémentaire, mais bien entendu, je dirais, ce n'est pas la motivation économique qui était première. Vraiment, cette opération de mécénat participatif, on l'a conçue avec l'équipe de direction du musée comme un élément de la stratégie globale de communication, de développement des publics et de numérique. Donc tout était à construire.
donc en vue de la réouverture en janvier 2015. Et donc, à partir du 15 septembre jusqu'au 31 octobre, nous avons lancé cette campagne en mobilisant l'ensemble des outils à disposition, c'est-à-dire les réseaux sociaux, le site internet, toute une communauté à construire et à mobiliser autour de ce projet. Pour cela, nous avons fait le choix de travailler avec la plateforme Culture Time, et ce choix-là, à aucun moment nous ne l'avons regretté, puisque c'est vraiment un travail collaboratif avec Thérèse Lemarchand, Laurence Boursicon et toute l'équipe de Culture Time dans la définition du projet, vraiment dans cette stratégie globale de développement des publics. Donc la campagne, elle a été très courte, très intense, très structurée. Et là aussi, l'accompagnement de Culture Time a été très important, avec des temps forts et une inscription dans un calendrier qui a été réfléchi très en amont. C'est-à-dire que la campagne a été positionnée, le lancement de la campagne a été positionné au moment des Journées du patrimoine, juste après l'ouverture du site internet du musée, calé par rapport à la campagne de restauration et en vue de la réouverture du musée. Les actions de communication ont consisté à faire converger tous les moyens qui étaient mobilisés en vue de la réouverture. La communication, une communication de réouverture de musée, elle se programme très en amont. Donc la campagne de mécénat participatif, elle a permis d'abonder, je dirais, les moyens qui étaient déjà mobilisés en vue de la réouverture du musée. Donc les actions de communication, elles ont utilisé les moyens traditionnels des campagnes de crowdfunding, les mailings, les réseaux sociaux, la presse locale et nationale, le site internet du musée, la communication papier, les flyers, les bâches sur site, beaucoup de relais en local auprès des partenaires du musée et des élus locaux, et également des actions culturelles in situ au moment des journées du patrimoine. Donc là encore, une campagne qui a fait converger un certain nombre de dispositifs pour arriver au résultat. Et ce résultat, ça a été un grand succès. Alors certes, l'objectif de levée de fonds était, réaliste, mais donc du coup, il a été dépassé. Il y a eu un grand nombre de mécènes, donc comme je disais, 155 donateurs pour un don moyen de 99 €, une très forte mobilisation en local, 72% des donateurs issus du territoire et une portée nationale du fait de l'intérêt du projet. Enfin, ce qui a été aussi très intéressant, c'est d'observer la dynamique du projet sur presque 6 semaines de campagne. C'est-à-dire que vers la fin du projet, on a vu des petites et moyennes entreprises locales soutenir le projet. Et ça, bien sûr, c'était très, très intéressant. Autre fait notable, un très bon relais dans la presse, dans les médias, avec de fortes retombées. Et ça aussi, c'était quelque chose qui était recherché, plus que la levée de fonds, enfin, autant je dirais que la levée de fonds en elle-même, c'est cette visibilité et cette communication, entre guillemets, gratuite. Donc des retombées médias importantes, du temps à la télévision, à la radio et de nombreux articles de presse autour de ce projet. Donc ce qui a été facteur de succès
eh bien, c'est un projet qui a permis de mobiliser l'ensemble des équipes. C'est une collaboration étroite et un regard extérieur avec la collaboration de Culture Time qui a apporté son expertise, un regard aussi, comment dire, décalé par rapport à un regard d'une équipe très administrative, donc le regard d'une petite entreprise, voilà, enfin d'une petite start-up qui se lance dans le numérique et dans le secteur culturel. Également un projet qui était adossé à un très gros projet d'une collectivité territoriale. Je dirais que c'est la convergence de tous ces phénomènes, la fertilisation de tous les dispositifs qui ont contribué à faire de cette opération un grand succès. Dernière chose, c'est un petit regard sur les donateurs. C'est-à-dire que la campagne s'est arrêtée le 31 octobre, mais c'était aussi pour nous, je dirais, comme une semence pour l'avenir, hein, puisqu'on allait vers la réouverture du mois de janvier 2015. C'est une communauté de 156 donateurs qui se sont impliqués dans le projet du musée et qui sont pour l'avenir, eh bien, un public privilégié qui a un lien presque affectif maintenant avec l'institution culturelle. Ces donateurs, eh bien, le lien s'est cultivé et se cultive encore. Ils sont présents physiquement dans la grande salle du palais épiscopal, remerciés à côté de la toile, voire pour certains d'entre eux, pour les plus gros donateurs, associés à un personnage de la toile. Voilà, donc une belle aventure voilà, dans laquelle je vous incite à vous lancer à votre tour. Merci. Merci Sandra. On voit très bien comment un projet crowdfunding associe donation, communication et relations. Un peu le triangle magique, et on va le voir sur les autres expériences. J'avais deux petites remarques sur vos slides. 99 € par donation, c'est presque le double du panier moyen en crowdfunding. Donc c'est, je pense, une bonne performance. Et ce que vous disiez sur ce temps média qu'on n'a pas eu à acheter, c'est l'argument qu'a souvent présenté Philippe Bellaval, le président du CMN, lorsqu'ils ont été les premiers à utiliser le crowdfunding dans le domaine patrimonial. Et lui disait que c'est un budget communication que même le CMN n'aurait jamais pu se payer en faisant cette opération. Donc c'est intéressant d'axer sur cet aspect-là. Une petite question, est-ce que du coup, ayant créé cette dynamique, est-ce que vous avez des projets pour faire la même chose, soit au Mudo, soit sur un autre lieu de patrimoine du département qui est riche en patrimoine? Je pense que c'est bon. Oui, il y a des projets dans les tuyaux, tant pour le Mudo que plus globalement pour la collectivité. Le numérique lié aux usages et aux pratiques culturelles reste un des très gros enjeux pour les institutions ou pour les collectivités publiques. Et oui, on réfléchit à des projets. Alors, ou en financement, ou plus largement lié à du vote participatif. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans un musée qui venait de finir sa campagne et qui disait qu'il recevait déjà des mails de souscripteurs de la campagne précédente leur demandant quand est la prochaine campagne de financement. Est-ce que vous avez cette relation avec les donateurs, vous les invitez, est-ce que vous sentez déjà un appétit ou une demande?
Alors, Thérèse reviendra sans doute là-dessus parce que c'est un des facteurs clés du succès. C'est la qualité du lien qui est tissé entre l'institution et le donateur et le public. Et effectivement, cette personnalisation du lien qui devient presque affectif, eh bien, elle se travaille dans la durée. Donc effectivement, après on est surpris, on a des demandes, on a reçu par exemple des chèques importants de gens qu'on ne connaissait pas, qui s'étaient pas déclarés après la clôture de la campagne. Donc ça, on voit vraiment que là que ça fonctionne très très concrètement. Voilà. Des questions, remarques, Christophe? Très actif, Christophe. Micro. Les premiers rangs. Ma question, elle est, est-ce que vous avez une association des amis du musée ou est-ce que vous avez une connexion avec le crowdfunding? C'est une bonne solution là pour commencer ça, non? Alors, c'est une solution. Je ne suis pas sûre que ce soit la seule et forcément la meilleure. En tout état de cause, nous, on était sur un projet très contraint dans le calendrier, puisque les travaux du musée ont duré 2 ans. Il faut beaucoup plus de 2 ans pour monter une société d'amis. Il faut aussi que cette société d'amis, elle soit portée elle-même par une personnalité. Enfin, il faut qu'il y ait une volonté extérieure à l'institution. Donc, je dirais que le crowdfunding, en tout cas cette expérience-là, elle a permis de pallier à l'absence d'une société d'amis et de créer finalement les 156 donateurs pour un musée de cette taille-là. C'est à peu près la taille qu'aurait une société d'amis. Donc, d'une certaine manière, c'est une société d'amis, je dirais bien, du 21e siècle. Une société d'amis, vous le savez, elle a essentiellement comme fonction d'apporter des ressources complémentaires au musée, enfin entre autres d'apporter des ressources complémentaires au musée. Donc on est vraiment là sur une similitude d'organismes entre la société d'amis et la communauté constituée par une campagne de mécénat participatif. Dernière chose, parce que je reviens sur la question de la qualité du lien et de cette communauté qui s'investit dans la vie du musée. Ce qu'on ressent, c'est qu'il y a véritablement un gisement de ressources non exploitées. Et là, Thérèse, qui est plus au fait de la question que moi, pourra peut-être donner des chiffres, mais on sent vraiment que, alors qu'on est dans un contexte global de crise et de grosses pressions fiscales, eh bien, les gens sont encore sont enclins, sont disponibles pour s'investir dans ce type d'action et voilà, de dons. Surtout avec un ticket d'entrée qui peut être faible. Donc avec un ticket d'entrée qui est faible, qui s'adosse malgré tout sur un dispositif fiscal existant, qui est le dispositif de la loi Yagon, du 1er août 2003. Voilà, donc, qui rend le ticket encore plus faible, parce que même si on met voilà. 50, ça coûte... Donc on est vraiment, je réponds un petit peu à votre question, on est vraiment sur un dispositif qui présente beaucoup de similitudes avec ceux des sociétés d'amis de musées, je dirais, traditionnels. Donc ma question, c'était, est-ce que les dons sont déductibles des impôts? Ce qui peut être incitatif pour c'est ce qu'on évoquait. Des mécènes. Oui, dans le dispositif traditionnel de mécénat. 66% du don. Alors, il y a un sujet que je voudrais évoquer, mais je vais attendre qu'Anne soit passée, et peut-être Thérèse aussi. C'est la difficulté qu'ont certaines institutions à pouvoir lancer un tel projet lorsqu'elles sont liées à une institution, une collectivité locale, avec les règles des marchés publics, etc. Je propose qu'on en reparle après que vous soyez toutes les trois passées, pour qu'on reparle de ça, parce que je pense notamment à un projet qu'on avait eu avec un musée de Lille et qu'on n'a pas réussi à faire parce que les temps
de discussion avec la collectivité locale et les procédures étaient trop longues. Une autre question sur l'intervention de Sandra ou sur un peu plus général. Donc je vous propose du coup de passer la parole à Anne Carré, administratrice du musée d'histoire naturelle de Lille. Alors, qui a amené des animaux, mais qui n'a pas amené Ginette non plus, parce que elle est un peu intransportable, c'est ça? Oui, elle est emballée, Ginette. Elle est emballée. Et donc, on va aller à Lille. Vous allez nous expliquer votre projet, qui est en cours. Donc, c'est un projet qui n'est pas encore terminé. Vous allez nous raconter comment ça se passe. C'est bon. C'est bon, vous avez la petite manette. Bonjour. En guise d'introduction, j'aimerais vous expliquer en fait pourquoi j'ai tenu à venir avec quelques animaux naturalisés, en l'occurrence un renard et un chevreuil. Sur la table, vous avez un mannequin de wallaby. En fait, si les musées et le patrimoine sont effectivement à l'heure du numérique, je voulais souligner par là que l'atout des musées, c'est ce sont les objets et la confrontation au réel. Et je pense que c'est quelque chose qu'on doit avoir à l'esprit. Le numérique, oui, mais pour servir l'objet. Voilà, donc je vais vous présenter donc, le projet de levée de fonds qui est en cours actuellement pour nous aider à financer le projet de rénovation de la Grande Verrière du musée d'histoire naturelle. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter ce qu'est la Grande Verrière du musée, vous expliquer pourquoi on a choisi de recourir au crowdfunding pour cette opération, vous présenter les différents éléments clés du montage de projet pour ensuite en dresser un bilan et une conclusion. Alors, la Grande Verrière du musée d'histoire naturelle, qu'est-ce que c'est ? Donc, pour resituer les éléments de contexte liés au musée d'histoire naturelle de Lille, donc c'est un musée, c'est une vieille institution lilloise de 200 ans, c'est un musée de France, le seul muséum au nord de Paris. C'est aussi un service municipal de la ville de Lille. On y accueille chaque année 90 000 visiteurs, dont 60% de visiteurs de moins de 25 ans. Donc c'est un musée en fait qui est très populaire, qui est très cher au cœur des Lillois et qui s'inscrit vraiment dans la tradition des muséums tels que vous pouvez vous les imaginer. Donc avec une architecture 19e, donc les poutrelles métalliques, la galerie centrale, des vitrines présentées sur un principe d'accumulation et donc un diorama. Un diorama que vous découvrez ici, qu'on appelle la Grande Verrière. Donc il s'agit de la reconstitution d'un décor. Donc vous le voyez, un rocher sur lequel sont présentés 25 mammifères des 5 continents. Donc classés de manière plutôt fantaisiste puisque là vous ne le voyez pas, il y a une fresque dans le fond. Donc sur le côté droit de la fresque, vous vous trouvez dans la savane, et sur le côté gauche, sur la banquise. Il faut savoir que les animaux, en fait, initialement, étaient présentés de la manière suivante, c'est-à-dire les animaux des plus hautes latitudes et longitudes en haut, et ceux des plus basses latitudes et longitudes en bas. Donc dans le projet de... Enfin non, je vous raconterai ça après. Donc c'est une présentation emblématique et spectaculaire qui malheureusement a subi un dégât des eaux il y a 13 ans. Donc suite à ce dégât des eaux, en fait, à l'époque, on n'avait pas su trouver les moyens techniques de réhabiliter le décor. Et donc le directeur du musée de l'époque avait choisi de masquer cette verrière au public. Alors, pourquoi la rénover aujourd'hui ? En fait, il s'agit d'un pur concours de circonstances. Il se trouve que la personne qui s'occupe de la maintenance du bâtiment du musée a changé et le nouveau responsable est arrivé, a découvert la Grande Verrière et a dit « Mais je ne comprends pas que ça reste comme ça. Moi, je vais vous trouver les moyens de restaurer murs et plafonds. » Donc, il a engagé les démarches et effectivement, on a pu, à l'automne 2014, restaurer plafonds et murs et peintures, etc. Donc, dès lors, on s'est dit, bon, si la verrière est
montrable, il faut qu'on trouve les financements pour rénover le décor, c'est-à-dire le rocher, la fresque et les animaux. Tous les ans, en fait, le musée a une campagne de restauration. Donc, on a choisi pour les animaux de proposer au financement de la DRAC la restauration des animaux pour l'année 2015. Pour ce qui était du décor en lui-même, on s'est dit, bon, c'est quand même un budget conséquent, 35 000 €. Les financements de la DRAC ne suffiront pas à pallier à ça, nos propres financements non plus. Il faut qu'on diversifie nos ressources. Et en fait, on en est arrivé donc à cette idée du crowdfunding. Alors, pourquoi avoir pensé au crowdfunding? Donc, la première chose, c'était quelque chose auquel on s'intéressait depuis longtemps. Je vous expliquais que le musée était une vieille institution, mais il se trouve que c'est une vieille institution qu'on essaye de dépoussiérer. On a engagé une réflexion autour d'un nouveau projet scientifique et culturel qui nous a menés à nous réinterroger sur ce que propose le musée. Donc, je ne l'ai pas dit en introduction, le musée a 470 000 objets qui se séparent entre 4 collections, donc une collection de zoologie, une collection de géologie, une collection d'ethnographie et de sciences et techniques. En fait, ces collections prennent tout leur sens quand on les met en regard, puisqu'elles témoignent en fait du rapport entre l'homme et son environnement. De fait, on est un musée humaniste qui, par nos collections et notre discours, veut placer l'homme en fait au cœur. Cette valeur forte, enfin qui pour nous est forte, on veut aussi la transposer dans la manière qu'on a de s'adresser à notre public. Et aujourd'hui, pour nous, l'enjeu, c'est de se penser non plus d'abord par rapport à nos collections, mais pour le public et avec le public. C'est pour ça que dans le cadre du nouveau projet scientifique et culturel du musée, on souhaite avoir une nouvelle relation au public et l'impliquer dans nos projets. Donc, vous l'aurez compris, on se trouve ici sur des dynamiques qui sont assez similaires à celles du mécénat participatif, puisque le principe du mécénat participatif, c'est de donner la place à quiconque a envie de participer. C'est basé sur le faire ensemble, l'intelligence collective, et c'est aussi donner du sens à un engagement, à un engagement individuel par une réalisation collective. Tout à l'heure, ma collègue disait oui, aujourd'hui, c'est étonnant, les gens, enfin, on est en période de crise, c'est étonnant, les gens, finalement, ont envie de donner. Pourquoi ils ont envie de donner par le mécénat participatif? C'est parce qu'en fait, on leur donne la place et qu'ils voient concrètement à quoi sert leur argent. Alors, pourquoi ce projet nous a semblé propice? Pour 3 raisons. Alors d'abord, l'objet du financement, en fait, c'était tout d'abord, et c'est d'ailleurs l'angle qui a été choisi pour la campagne de communication dont vous avez ici le visuel, c'était de restaurer les animaux. Et de fait, les animaux, c'est un petit peu notre fonds de commerce, si je suis un peu triviale. C'est-à-dire qu'il y a un capital sympathie spontané pour cet objet. Et c'est ce qui a servi disons qu'on a joué sur le rapport affectif qu'entretient le public avec les animaux. Donc ça, c'était un premier élément en faveur du financement participatif pour ce projet. Le second était lié en fait à l'économie générale du projet qui est fixée à 35 000 €, ce qui en soi n'est pas une somme énorme, ce qui nous a permis de limiter l'appel à contribution individuelle à une somme raisonnable, soit un objectif de 7 000 €. On s'est dit, bon, si on se lance là-dessus, si on se lance dans ce projet, finalement, on a un risque qui n'est pas énorme. 7 000 €, c'est finalement une petite somme. Et puis, en fait, la troisième raison qui nous a fait opter pour le financement participatif, c'était que j'arrive pas à respirer, en fait, c'est difficile pour moi. C'était que on pouvait réaliser sur une année civile à la fois la recherche des financements et la réalisation du projet en lui-même. Voilà. Donc les éléments clés du montage de projet.
Donc, ce projet a été vraiment traité comme une opération de communication numérique. Donc, il faut avoir à l'esprit que pour nous, comme je l'ai expliqué, l'objectif de la levée de fonds était double. Certes, diversifier les sources de financement, mais aussi communiquer de manière différente avec le public et interagir avec lui. Alors, interagir avec lui, communiquer avec lui différemment, de quelle manière ? Tout d'abord, par la forme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le musée dispose d'outils numériques tels que son site web, ses réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. Mais finalement, on utilise ces outils de manière assez institutionnelle et pas suffisamment interactive ou instantanée. Et pour réussir à promouvoir notre campagne de levée de fonds, on se devait de trouver les moyens de réinvestir ces outils en privilégiant instantanéité et interactivité. Donc ça, c'était sur la forme de la communication. Sur le fond, l'idée, en fait, c'était non plus de communiquer sur ce qu'on fait traditionnellement, à savoir notre programmation, ce que propose le musée, etc. Mais en fait, de faire prendre part le public à notre vie au musée, à montrer ce qu'on ne montre pas d'habitude, les coulisses du musée, ce qu'on y fait, etc. Donc valoriser en fait ce que le public ne peut percevoir. En fait, pour nous, c'était un échange de bons services, c'est-à-dire vous nous aidez en nous donnant de l'argent, nous, on va nous dévoiler, on va se montrer, montrer ce qu'on fait, et pour vous, finalement, c'est un échange réciproque, gagnant-gagnant, qui participe de la collaboration. Ceci a impliqué des moyens particuliers, donc un plan de communication qui a été élaboré par la direction de la communication de la ville de Lille et une community manager qu'on a recruté sous forme de stage. Voilà. Alors, deuxième élément, le choix de la plateforme. Donc, Pierre-Yves évoquait le sujet tout à l'heure. Donc, on a choisi la plateforme selon les règles des marchés publics, c'est-à-dire qu'on a passé un marché simplifié après sourcing, c'est-à-dire qu'on a contacté plusieurs plateformes et puis on leur a présenté le projet, on leur a demandé si elles étaient intéressées. On a élaboré ensuite un cahier des charges et les plateformes ont répondu. Notre choix s'est porté sur Culture Time parce que Culture Time nous a semblé avoir une organisation administrative solide, comprendre les enjeux administratifs et du coup avoir la capacité à s'inscrire dans les logiques de communication institutionnelle. Autre élément important, c'est l'image de la plateforme, c'est-à-dire qu'on était sûr en recourant à Culture Time que notre projet cohabiterait en fait avec des projets culturels ou patrimoniaux et non avec des projets, je ne sais pas, qui auraient pu véhiculer une image qui soit défavorable à l'image qu'on voulait passer au travers du projet. L'avantage aussi qu'a Culture Time, c'est que c'est une plateforme qui ne fonctionne pas selon le principe du tout ou rien, contrairement aux autres plateformes. Par ailleurs, les autres plateformes plus connues ont, pour certaines, n'ont pas manifesté d'intérêt pour le projet car c'était trop de travail pour eux de répondre à notre appel d'offres par rapport aux bénéfices retirés. Il faut savoir qu'une plateforme de financement participatif se finance sur un pourcentage de la somme levée. Donc vous imaginez bien que sur 7 000 € pour une commission qui s'élève à 10%, 8%, ça fait une somme qui n'est pas forcément très conséquente. Et parfois, pour certaines autres plateformes, il y avait un manque d'adaptation à nos exigences, un non-respect des délais inhérents à l'appel d'offres. Après, ce que je tenais à souligner, c'est qu'au-delà des qualités de la plateforme, ce qui importe vraiment, c'est la communication qu'on va développer autour du projet et la manière dont on va réussir à faire vivre la levée de fonds. Alors, quatrième élément clé du projet, c'est l'élaboration des contreparties.
Donc, pour nous, l'élaboration des contreparties a été l'un des premiers éléments qu'on a imaginé. En fait, on a commencé par faire le budget du projet et de suite, on s'est dit, bon, alors, quel niveau de don et pour chaque niveau de don, qu'est-ce qu'on donne ? Donc, on l'a fait. Alors, comment on l'a fait ? C'est par rapport à notre connaissance du public, ce qu'on imaginait que le public allait pouvoir donner. Voilà. Et donc, en fait, quand Culture Time est arrivé dans l'aventure, ils nous ont dit, mais à mon avis, vous sous-estimez votre potentiel de financeur. D'abord, il faut savoir qu'un don moyen, c'est 45 €. Nous, on était partis sur le principe que, donc on était un musée populaire, qu'on avait un public d'enfants, et que probablement, enfin, les gens allaient donner 5 €, mais n'allaient pas en donner 40 ou 100. Voilà. Donc, on a suivi les conseils de Culture Time. Donc, on a requalifié les différents paliers et on a retravaillé aussi sur les contreparties pour qu'elles soient plus attractives. Voilà. Mais après, je pourrais y revenir. Alors, on a aussi, dans les contreparties, il y a quelque chose auquel il faut faire attention, c'est de respecter les règles liées à la défiscalisation. Donc, je pense que Thérèse y reviendra. On y reviendra à ce moment-là avec Thérèse. Voilà. Donc, quatrième élément, qui a également été souligné par ma collègue, c'est la manière dont on a mené le projet. Pour nous aussi, ce qui a contribué à faire fonctionner le projet, c'est le fait qu'on ait réussi à mettre en place une méthode de projet transversale où chacun, en fait, a pu prendre sa place. Et finalement, de manière empirique, la valeur qui nous motivait à faire cette levée de fonds, c'est-à-dire le participatif, c'est aussi traduit dans la manière dont on a travaillé à l'interne de la ville de Lille. Donc finalement, c'était drôle parce que d'habitude, quand on travaille dans une grosse collectivité de 4500 agents, tout est, pas compliqué, mais lourd. Et là, en fait, quand on parlait du projet, alors je ne sais pas pourquoi, il y a eu une espèce d'enthousiasme qui faisait que tout s'aplanissait d'emblée. Donc chacun vraiment a adhéré au projet, se l'est approprié et s'y est investi. Donc, pour vous citer les différents services impliqués, donc la direction des finances, la commande publique. Alors, commande publique, je précise, achat complexe. Service juridique, pôle ressources humaines, la direction de la com, le service presse, la mission nouvelles technologies, information et communication. Pour vous dire l'enthousiasme pour le projet, au départ, on pensait le porter, nous, en interne, et on pensait faire porter donc, à notre community manager, recrutée en stage, on pensait lui faire le plan de com et lui faire mettre en œuvre. Il se trouve que la direction de la communication, qu'on avait consultée sur la manière de faire, parce qu'on s'est dit, bon, quand même, cette histoire, c'est quelque chose de nouveau, on est une institution, on ne va pas pouvoir communiquer comme d'habitude, il faut quand même qu'on nous donne les principes selon lesquels, ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Donc c'est la raison qui a motivé notre premier entretien avec la DICOM de la ville de Lille. Et en fait, ils ont été hyper emballés par le projet et ils nous ont dit, bon, on vous fait le plan de com. Et on a eu... un mois plus tard, quelque chose de très étayé qui nous a permis de développer ces visuels et qui ont fait, je pense, le succès aussi de cette campagne de communication. Donc, voilà. Après, ce qui a fait aussi que le projet a fonctionné, c'est qu'il y a eu une volonté vraiment politique au plus haut, que c'est un projet qui a été porté par notre directeur général des services, qui a décidé de faire ce projet, parce qu'on parlait tout à l'heure de quel portage. On s'est posé la question de est-ce qu'on le faisait nous ou est-ce qu'on le faisait porter à un tiers, et c'est vraiment le DGS qui a pris la responsabilité de le faire porter par la ville de Lille. Alors, le bilan du projet. Alors, évidemment, il y a des points à retravailler. En fait, on a été un petit peu dépassé par la rapidité de la collecte. En fait, on ne s'attendait pas à ce que l'argent rentre si vite dans les caisses.
Ce qui fait que finalement, on a atteint l'objectif financier qu'on s'est fixé sans vraiment avoir réussi à développer l'ambition du projet, à savoir faire participer le public à la vie du musée. Donc ça, c'est un premier point. Ce n'est que maintenant, en fin de collecte, qu'on arrive vraiment à promouvoir ce qu'on s'était dit, les coulisses du musée, le travail de restauration, etc. On s'est aussi trouvé démunis le jour où on a atteint les 7 000 € et on s'est dit il nous reste encore 30 jours. Qu'est-ce qu'on va proposer aux gens pour qu'ils continuent à nous donner de l'argent ? Enfin, vraiment. Et du coup, le temps qu'on réfléchisse, qu'on fasse valider, qu'on se dise « Ah, c'est bien cette idée-là. Ah oui, mais combien ça coûte ? Ah non, mais là, t'as pas les 3 devis, donc on peut pas savoir. » Bon, bref, on a proposé une nouvelle action complémentaire seulement, je crois, la semaine dernière. Voilà, donc vraiment quand on imagine une levée de fonds, il faut imaginer l'option la plus haute, à savoir celle où on dépasse l'objectif pour justement le jour où ça arrive pouvoir dire voilà ce qu'on vous propose et entrer en capacité de le mener. Donc ça, après les ingrédients du succès. Donc c'est des choses que j'ai déjà dites, mais je voulais remettre l'accent dessus. Donc je crois que ce qui importe, c'est la manière dont on travaille le projet. Je pense que si on veut faire du mécénat participatif, il est important de porter soi-même ses valeurs et d'être collaboratif et participatif dans sa manière de travailler pour après pouvoir porter ses valeurs et cette manière d'être au public. Voilà, donc ça nécessite d'être inclusif, ouvert et pas exclusif, et d'adopter une méthodologie de projet participative. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est celui de trouver les points d'accroche auprès du public et de proposer un projet qui va parler au cœur des gens. Je pense que c'est vraiment important. Il faut savoir jouer sur la fibre affective. Et puis, troisième point, c'est avoir un plan de communication et un community management autour du projet, parce que sans ça, on n'y arrive pas. Voilà, et puis la conclusion. L'aventure continue, bien sûr. Donc nous, on est très, très satisfaits de ce projet, puisque l'objectif de collecte a été réalisé et même dépassé. En termes de communication, c'est un projet qui a suscité un grand enthousiasme, donc tant auprès des acteurs qui l'ont mis en œuvre, que des contributeurs et amoureux du musée, et que des médias. On était encore ce matin, dans l'an passé, à la matinale de France 3. Je ne sais pas si ça a lieu ou pas, parce qu'il y a eu quelques petits soucis techniques lors du tournage. Donc pour nous, en fait, c'est une première expérience concluante qui pourra nous amener, le cas échéant, à remobiliser la communauté autour de nouveaux projets. Et c'est surtout pour nous l'occasion de nous dire qu'on a raison dans l'idée de remettre le public au cœur du projet du musée et qu'on souhaite prolonger cette démarche de mise en relation de la vie du musée avec le public. Je vous remercie de votre attention. Reprends ton souffle. J'avais dit, j'y arriverai pas. Alors, vous avez un peu débordé, mais comme vous êtes venu avec vos animaux, je ne vais pas vous sanctionner. On a regardé le compteur qui continue à tourner, donc vous en êtes à 155 contributeurs, à peu près comme le Mudo, mais il vous reste encore 45 jours. 12 jours, hein, donc vous allez dépasser ce chiffre, et vous êtes à 10 000, pardon. Oh là là, Christophe suit en temps réel. Donc merci pour cette présentation extrêmement détaillée de l'opération, de son organisation, de son fonctionnement. On évoquera, donc ensuite, on reviendra sur une notion que tu as évoquée, mais je pense que la salle ne l'a peut-être pas entièrement comprise, c'est le tout ou rien. Et on reviendra sur la relation avec comment on gère, quand on est une collectivité locale, l'appel à financement. Alors, je vais tout de suite passer la parole à Chris. Donc, on va sortir du monde des musées. Je vais modifier un petit peu en direct. Vraiment ? Ouais. Est-ce bien raisonnable ? Je préfère pas. Non.
On va présenter une opération donc, qui n'est pas sur un musée, comme je vous l'ai dit, mais qui est sur une entreprise. Et donc l'entreprise, c'est une start-up, une jeune start-up de jeunes, donc représentée par Chris, basée à Lille. Et pourquoi avoir choisi cette entreprise ? Parce que la vocation de l'entreprise, c'est d'aller travailler avec les musées pour travailler autour de la 3D. Donc vous avez pu voir tout à l'heure pendant le déjeuner comment 3D pouvait utiliser la 3D pour faire de la médiation. Je te laisse la parole pour 8 minutes de présentation. Tu peux utiliser le... Parfait. Bonjour à toutes et tous. En tout cas, merci Pierre, Yves et puis au CLIC de nous avoir invités aujourd'hui pour vous présenter notre start-up et puis les projets qu'on porte et notamment la campagne de crowdfunding qu'on a pu mener de front en tout cas au mois de mars. Donc voilà, 3D, c'est la 3e révolution des idées. On est spécialisé dans le domaine notamment de l'impression 3D. Alors 3D, on est 2 cofondateurs, hein, Thomas ici présent qui est designer 3D et moi-même Chris, entrepreneur du changement. Alors vous avez certainement dû entendre parler de cette révolution des machines à répliquer, et notamment de cette démocratisation, finalement l'enjeu dans cette technologie. Pourquoi on en parle beaucoup ? C'est parce que les machines se démocratisent et qu'on peut trouver actuellement des machines à moins de 2000 € qui permettent de fabriquer des pièces notamment en plastique. Alors on est parti en tout cas pour vous raconter un peu l'histoire de cette technologie en travaillant sur du design en impression 3D et pour l'anecdote, en tout cas l'observation qu'on a pu faire par rapport à cette technologie, c'est que la valeur était plutôt dans le fichier numérique plutôt que dans l'impression en elle-même des pièces. Alors c'est un changement de paradigme, on parlait de ce matin de technologie liée à l'art et c'est vrai que l'imagination est au pouvoir et que l'enjeu finalement par rapport à ces nouvelles technologies était d'identifier les nouveaux usages, la création de nouveaux possibles et que la performance était dans les idées et l'imagination comme seule limite. Alors en imprimant une Vénus de Milo dans notre garage, on a eu l'intuition du toucher pour voir, c'est-à-dire que le toucher peut se substituer à la vue et qu'on pouvait faire découvrir le monde qui nous entoure à des personnes déficientes visuelles. En tout cas, c'était l'intuition de départ et que cette technologie permet de passer du numérique, du virtuel au physique, de matérialiser les idées, de matérialiser le virtuel et donc on pouvait créer, on parlait d'hybridation ce matin entre le physique et le virtuel et là cet outil permet de rematérialiser les choses. Alors voilà, donc c'est un projet multidimensionnel, le toucher pour voir, on a de la techno, on a du numérique, on a du social, on a du business parce qu'on est une start-up en création et on a expérimenté en tout cas un premier projet avec le LAM de Villeneuve d'Ascq sur de la médiation culturelle, comment à partir de sculptures, là le barbu de Muller ou le masque Nimba, on pouvait les scanner, les numériser en 3D pour pouvoir avoir une image 3D, les découper numériquement et inventer des nouveaux outils de médiation, là la réplication des sculptures en miniature pour créer une mallette pédagogique. Donc ça c'est le projet qu'on expérimente actuellement au LAM de Villeneuve d'Ascq. Et voilà, cette idée, comme on est des ch'tis, de pouvoir créer le Nord-Pas-de-Calais en 3D pour le faire découvrir à ces personnes qui ne l'ont jamais vu, mais également à tout à chacun, parce que c'est de la conception universelle, c'est-à-dire le fait de maqueter permet une meilleure appropriation des savoirs pour des enfants, pour des bienvoyants, et aussi de pouvoir valoriser la région, parce qu'avec l'impression 3D, on téléporte les objets, c'est-à-dire qu'on les met en open source sur Internet et qu'on soit à Shanghai ou à New York, on peut télécharger son beffroi et l'imprimer localement. Donc voilà, c'était dans cette optique qu'on a présenté cette campagne de crowdfunding Toucher pour voir sur KissKissBankBank, donc une plateforme de crowdfunding notamment en don contre don. Il y a plusieurs types de crowdfunding, hein, en financement, en prêt, en equity. Là, c'était en mécénat, en don contre don, et mentoré par cette 3e révolution industrielle en région. En tout cas, on était le 2e projet. En tout cas, en région, c'est le grand, voilà, avec la 3e révolution industrielle et Rifkin, un grand mouvement. Et donc, on s'intègre aussi, nous, dans cette 3e révolution des idées. On était le second projet
projet. Alors ça a duré 47 jours, l'objectif c'était 10 000 €, et l'objectif, en tout cas concrètement, c'est vrai qu'il faut mettre du concret derrière, à quoi va servir le financement, c'était de pouvoir financer 5 petites machines imprimantes 3D pour réaliser ces pièces du Nord-Pas-de-Calais en 3D. Alors ça a été on va dire un succès parce que bon, je ne suis pas tout seul, là il y a 160 personnes qui ont donné à cette campagne qui sont derrière moi, et donc c'était 47 jours, voilà, et 129%, donc on a pu réussir l'objectif et même le surpasser. En termes, je dirais, de retour d'expérience, le montant à fixer, c'est le montant minimum qu'il nous faut pour réaliser le projet. C'est vrai qu'il ne faut pas être trop ambitieux, en tout cas dans notre cas, parce que c'était du tout ou rien. Et donc, si on n'avait pas eu les 10 000 € au bout de ces 47 jours, on n'aurait pas eu l'argent. En tout cas, nous, c'est vrai qu'il y a un côté événementiel dans la campagne de financement, et c'est vrai que nous, en tant que start-up, c'était l'occasion de nous faire connaître, de créer un écosystème et de s'associer avec de multiples partenaires, plus d'une quarantaine, dans les différents domaines dans lesquels on travaille, donc les partenaires associatifs notamment liés à la déficience visuelle, les partenaires technologiques liés à l'impression 3D, les partenaires plus traditionnels de réseau, des partenaires de développement et des musées comme le LAM ou le musée au bout des doigts. C'est vrai que ça a été aussi une grande campagne de communication, et on a eu des très bons, en tout cas, retours presse, radio, télé, journaux. Et puis on a expérimenté un thunderclap, c'était aussi l'occasion. En tout cas, c'est le fait de pouvoir, une centaine de personnes postent au même moment sur tous les réseaux sociaux le même post, ce qui permet de toucher 52 000 personnes en un temps record. Et donc voilà, c'est aussi pour nous, l'objectif c'était aussi de nous faire connaître. En tant que start-up, on n'a pas beaucoup de moyens, et là le fait d'avoir tous ces médias pour parler de nous, c'était, on va dire, assez inouï. Le bilan, au bout de ces 47 jours, 160 personnes. En termes de pourcentage de personnes qu'on connaissait déjà, donc des personnes proches, Thomas et moi, c'est à peu près 70% des personnes qu'on connaissait, donc c'est plutôt de la love money, mais il y a des personnes à l'étranger qui nous ont aussi soutenus, et ça nous a permis par exemple de rencontrer, en tout cas de faire un Skype avec une chercheuse à Barcelone qui travaille sur les nouveaux outils de médiation culturelle, pour pouvoir imaginer un partenariat de recherche de mesure d'impact de la mallette pédagogique qu'on expérimente au LAM. Et donc c'est des contacts qu'on n'aurait jamais pu avoir autrement, en tout cas je ne pense pas comme ça. Et on a été élu aussi projet coup de cœur de la Banque Postale, ce qui nous permet en tout cas aussi d'avoir des entreprises mécènes, ou en tout cas des sponsors vis-à-vis de cette campagne, au niveau donc TPE, PME de la région. Alors des commentaires, c'est vrai, très encourageants en tout cas aussi pour nous, et c'est vrai que l'objectif, en tout cas communication et aussi création de communauté, et de pouvoir avoir 160 personnes qui ont donné, et donc qui sont potentiellement des personnes qui pourront nous aider dans le développement de notre projet. Alors c'est vrai que c'est un rêve, rêver seul et seulement un rêve. Là, le fait de le rêver ensemble, ça devient une réalité. Et donc là, on a commencé à imprimer ces monuments de la ville de Lille, que vous pouvez aussi retrouver une partie sur notre petite stand à l'entrée avec la machine qui tourne. Et puis pour continuer, c'est vrai que c'est un avant, un pendant et puis un après. Là, on va pouvoir organiser le 29 juin un grand événement donc, sur l'île, pour pouvoir présenter, justement, inviter nos partenaires, nos contributeurs, pour montrer concrètement les réalisations suite à la campagne, donc les machines, les objets imprimés en 3D, et donc de pouvoir fédérer cette communauté là avec un événement physique. Donc là sur l'île, donc vous êtes tous invités, en tout cas le 29 juin au soir à 6h30 à la Sauvegarde du Nord à Lille. Voilà, c'est une aventure qui continue. Voilà, il est temps d'écrire notre histoire là en 3D, en 3D. Et puis en tout cas, n'hésitez pas à rejoindre la communauté. Et je me tiens à disposition pour toutes les questions. Merci. Merci Chris. Très stimulante présentation. Donc vous avez commencé dans un garage aussi. C'est un bon signe en général, hein, quand on commence dans un garage, vous savez ça, hein. Quand on commence dans un garage, c'est un bon signe, hein. Alors, ce matin, je disais que la 3D était l'imprimante 3D était l'un des outils qui allait sans doute
accélérer la mutation des musées. J'étais pas trop rentré dans le détail, mais pour montrer que le projet de 3D est vraiment dans l'air du temps, il y a trois grosses institutions muséales mondiales qui sont en train de travailler sur des gros projets autour de l'impression 3D de leurs œuvres. Le Prado, qui a fait une exposition, qui a actuellement une exposition sur le même principe, c'est-à-dire toucher pour voir, où l'on peut toucher des œuvres du Prado, notamment pour les publics aveugles. Et il y a deux petites institutions qui travaillent sur des projets autour de la 3D. Il y a la Smithsonian Institution, qui est donc la plus grosse institution muséale américaine, qui a décidé de numériser ou de faire numériser par ses visiteurs une grosse partie de sa collection et de le mettre en open content, de mettre les fichiers sources en open content pour que n'importe qui puisse imprimer chez soi les œuvres des musées de la Smithsonian. Et le British Museum qui est en train de travailler sur un très très gros projet, également en participatif, pour mettre une grosse partie de sa collection aussi en accès plus ou moins libre, mais plutôt plus que moins, avec les imprimantes 3D domestiques. Donc je pense que c'est vraiment un projet à suivre, et je vous souhaite bonne chance pour vos relations avec les musées. Vous parlez du partenariat avec le LAM. Du coup, la mallette, elle va être disponible dans combien de temps? Juste pour... après, on reviendra au crowdfunding, mais je profite que vous soyez sur scène. Oui, là, on a scanné les œuvres, on les a numérisées. Là, Thomas est en train de retravailler. Et là, le projet, c'est vrai qu'on a cette flexibilité que permet le numérique. Et là, en échangeant donc, avec le LAM, en co-créant cette mallette, on est parti sur l'idée d'un puzzle tridimensionnel. Et donc, de pouvoir, là, les sculptures, les mettre en puzzle, donc des pièces imbriquées. Et donc là, on est en train de les imprimer grâce aux machines qu'on a pu acquises, grâce au crowdfunding. Et donc, d'ici, j'espère, un mois, voilà, on aura la mallette prête à l'emploi pour le musée. Bon, c'est vraiment un très, très beau projet. Une question pour Chris? Question, réaction? Bon, vous êtes peut-être venu voir Chris pendant le déjeuner, donc vous avez déjà peut-être posé vos questions. Christophe, tu n'as pas une question pour Chris? Bon. Ok. Reste avec nous. Donc on va finir ce tour de table avec Thérèse. Alors, je vous explique un petit peu pourquoi Thérèse est parmi nous. Thérèse Lemarchand. Culture Time n'est évidemment pas la seule plateforme de crowdfunding en France. On avait plusieurs raisons d'inviter Thérèse Lemarchand à cette table ronde et pour la clôturer. Comme vous l'avez vu, c'est le partenaire qui a été choisi par les deux institutions, on va dire régionales, grandes régions, pour les accompagner sur leur opération de crowdfunding, donc tant dans l'Oise qu'à Lille. C'était une première raison. Deuxième raison, Culture Time est membre du CLIC. Et troisième raison, Culture Time a comme spécificité d'être la seule plateforme de crowdfunding spécialisée dans la culture. Donc voilà, c'était pour expliquer pourquoi on donnait la parole à l'une des plateformes et pas aux autres plateformes. Thérèse, ce que je vous ai proposé, c'était de faire quelque chose d'extrêmement pratique pour vraiment donner des conseils et pour encourager les institutions culturelles à se lancer sur cette nouvelle pratique de coopération avec leurs visiteurs ou leurs amis. À vous. Merci de ton invitation. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je vais en reprendre quelques. Je vais pointer en fait quelques éléments spécifiques. Donc, Culture Time, donc c'est une plateforme de mécénat participatif pour la culture et l'éducation. Donc, on retrouve sur culture-time.com. Donc, la particularité de la plateforme, c'est que l'ensemble des projets qui sont présentés sur la plateforme sont des projets portés par des structures professionnelles éligibles au mécénat. Donc, l'ensemble des dons qui sont réalisés par l'intermédiaire de la plateforme sont des dons en mécénat et donne en effet lieu à défiscalisation, qui n'est pas la motivation première du donateur, c'est-à-dire mais qui en revanche une valeur ajoutée qui tire très clairement le don vers le haut, puisqu'on voit là sur les quelques chiffres que je vous ai présentés qu'on recueille un don moyen de 110 € pour
sur la plateforme. Donc on a ouvert en mai 2014. Une autre spécificité, donc en fait nous ce qui nous intéressait c'était de se dire finalement le crowdfunding est en très forte croissance et il y a tout un gisement de financement à développer pour les structures culturelles éligibles au mécénat, de manière, dans une situation économique où le mécénat d'entreprise n'est pas forcément extrêmement porteur, parce qu'on peut avoir des gros mécènes qui se désengagent ou qui sont extrêmement sollicités, de manière à développer une nouvelle base de philanthropie individuelle, éviter la saturation d'une palette de mécènes trop restreinte, et puis créer cette relation au public enrichie par le biais du mécénat participatif. Donc ça nous paraissait extrêmement important, et de manière à favoriser ce mouvement-là, créer une plateforme qui serait un vecteur de confiance et puis une caisse de résonance pour le secteur. Donc on a lancé en mai 2014 et on a souhaité adapter les dispositions du crowdfunding pour le rendre sur la plateforme, pour le rendre plus adapté aux besoins des structures qui font de l'appel à mécénat. Donc la première adaptation qu'on a faite, c'est de donner cette possibilité de faire du mécénat de type campagne de crowdfunding, donc sur des projets à durée et objectifs déterminés. Donc on est vraiment là dans une dynamique temporelle assez rapide. On joue aussi sur l'urgence de l'engagement et on a une orientation projet qui est très importante. Mais finalement, dans les modes de financement dans lesquels vous êtes aujourd'hui, le mécénat est une partie structurelle des modes de financement des organisations auxquelles on s'adresse, qui reposent sur de la subvention, des ressources propres et du mécénat. Et donc, il nous paraissait important de pouvoir aussi ouvrir des fenêtres de mécénat annuel, qu'on appelle programme annuel sur la plateforme, qui donne plus de souplesse en fait en termes de mode de fonctionnement et qui permettent de collecter tout au long de l'année du mécénat pour la mission de la structure et qui se rapproche plus là, pour répondre à votre question, du type de fonctionnement de cercle de mécènes ou de cercle d'amis. Donc une deuxième adaptation, c'est qu'en effet, il n'y a pas sur la plateforme de mécanisme de tout ou rien. Donc je vais développer un peu ça, je ne sais pas si vous y êtes familier. Sur la majorité des plateformes de crowdfunding, mais pas toutes, il y a les campagnes en fait sont soumises à un seuil de tout ou rien, c'est-à-dire que vous fixez un objectif de collecte et si vous n'atteignez pas cet objectif de collecte, les montants collectés sont remboursés aux contributeurs et vous repartez sans rien. Or là, on travaille en fait sur du don, donc on n'est pas du tout sur de la prévente, qui est un assez grand nombre de projets qui sont portés sur les plateformes généralistes. Donc la personne se déleste de ce montant et l'attribue à la structure de manière définitive. Ce qui est extrêmement important, c'est que si le montant objectif n'est pas atteint, vous soyez en mesure d'expliquer comment le projet va se réaliser néanmoins, donc avec un complément de financement qui va pouvoir être un mécénat, des ressources propres, des subventions. Et de la même manière que si vous dépassez l'objectif de collecte, il faut expliquer ce qui va être réalisé avec le supplément de collecte, sachant que quand vous réalisez un appel à mécénat, vous tombez jamais sur l'objectif que vous avez fixé. Donc vous serez soit en dessous, soit au-dessus, en espérant d'être plutôt au-dessus qu'en dessous. Et le troisième élément qu'on a rajouté récemment, enfin après il y en a d'autres, mais qui est un peu notable, c'est qu'en effet, Sandra Prédine en a parlé, finalement on s'est rendu compte sur l'ensemble des projets qu'on a portés sur la plateforme que des entreprises, des TPE contribuaient. Et parce que sur ce lien local, territorial, le fait de participer, faire partie d'une communauté de projets et qui contribue au dynamisme de son environnement proche, c'est extrêmement important. On a vu aussi sur, par exemple, la campagne du Musée d'histoire naturelle de Lille, qu'il y a eu un cabinet de vétérinaires, par exemple, qui a contribué. C'était assez intéressant parce que autour du sujet de l'animal. Et donc, c'est quelque chose qu'on a valorisé, c'est-à-dire qu'on a développé un module
de collecte spécifiquement tourné vers, un onglet finalement, tourné vers les TPE, qui permet de travailler plus globalement le don diffus, en restant sur les gammes de dons, si j'ose parler comme ça, qui ne sont pas adressées de manière naturelle par les structures quand elles travaillent le mécénat, puisque quand on travaille du mécénat de façon personnalisée et individuelle, vous allez très naturellement, ce qui est logique, aller vers les montants les plus importants, alors que là, finalement, on se rend compte que sur le crowdfunding, financement par la foule, un financement large, on va travailler le particulier à partir de 5-10 euros, mais jusqu'à la TPE qui a aussi envie de s'engager, mais ce qui va être sur des montants plus importants, 1000, 3000, on a eu des montants de 5000 euros sur la plateforme, et qui, quand vous réalisez une campagne de collecte, sont significatifs d'un point de vue financier, même si elle reste très mesurée en nombre. Voilà. Donc, dans quel cas, je vais faire juste un tout petit rappel sur le crowdfunding pour préciser un peu les éléments. Je pense que beaucoup d'entre vous ils sont familiers, mais pas forcément tout le monde. Donc, il y a 3 métiers dans le crowdfunding, c'est vraiment important. Le métier du crowdfunding en equity, donc c'est du crowdfunding de capital, c'est-à-dire que c'est une souscription au capital d'une entreprise avec un risque assez fort en fait qui est porté par le souscripteur, puisque vous avez la possibilité ou non de récupérer votre mise avec ou non des dividendes ou des intérêts selon la façon dont la vie de l'entreprise va se passer. Donc des plateformes de crowdfunding en equity, il y a par exemple WeSeed ou Anaxago. Vous avez du crowdfunding de prêt, qui peut être du prêt rémunéré ou non rémunéré. Donc du prêt rémunéré, ça peut être du prêt à des entreprises pour la réalisation de projets ou du prêt à la consommation de particuliers. Et du prêt non rémunéré, ça peut être du prêt solidaire, comme le fait Babyloan, sur du microcrédit finalement. Et vous avez les plateformes de dons, qui sont un très vaste ensemble, en fait, qu'on appelle du don contre don ou don avec contrepartie, et qui, en fait, rassemble tout un ensemble de projets sur lesquels il y a un acte de paiement et une contrepartie plus ou moins financière qui est proposée en échange de cet acte de paiement. Donc, je vais passer... En fait, donc, dans le don contre don, nous, on se situe dans le don en mécénat. Donc, c'est-à-dire que la structure fait un appel à don dans le cadre de la loi sur le mécénat. Et donc, le don peut être défiscalisé par les contributeurs, donc à hauteur de 66% quand c'est du don de particulier ou à hauteur de 60% quand c'est du don d'entreprise, avec une contrainte sur les contreparties qui est que la valeur financière de la contrepartie est limitée à 25% du montant du don quand c'est du don d'entreprise, et 25% du montant du don capé à 65 euros en valeur absolue quand c'est du don de particulier. Donc c'est là que ça commence à devenir intéressant, parce qu'il faut un peu se creuser la tête, savoir qu'est-ce qui va apporter de la valeur perçue à mon donateur dans la contrepartie que je lui ai proposée, dans la relation entre la structure et le donateur, mais qui n'a pas une valeur financière importante. Donc, le crowdfunding est maintenant une activité réglementée depuis le 1er octobre 2014, avec des exigences en termes d'enregistrement qui sont décroissantes avec le risque pris par le donateur, sachant que toutes les plateformes doivent maintenant être enregistrées auprès de l'ORIAS, qui est le registre unique des intermédiaires en assureurs, banque et finance. Donc, les plateformes en equity doivent avoir l'agrément de conseiller en investissement participatif, CIP. Les plateformes de prêt doivent avoir un agrément d'intermédiaire en financement participatif, IFP. Et les plateformes de dons doivent être enregistrées à l'ORIAS si elles sont adossées à un établissement de paiement pour gérer les flux de manière transparente. Ce qui est notre cas, évidemment. Et voilà. Et donc, ça, ce sont les derniers chiffres sur l'évolution du crowdfunding. Avec, donc, en gros, vous avez en France une évolution de 100% par an des montants collectés, avec 38 millions collectés dans le domaine du don de manière générale en 2014. Et ce sont voilà, il y a des bilans qui sont publiés sur Financement Participatif France, qui est
l'association qui rassemble l'ensemble des plateformes de financement participatif. Donc on en a beaucoup parlé là, mais c'est vraiment important de le redire. Quand on fait les objectifs visés dans la réalisation d'une campagne de mécénat participatif, ils sont triples. Et c'est sur ce triptyque que la campagne va fonctionner. C'est-à-dire au cœur de la campagne, il y a vraiment la relation avec le donateur, qui sont vos publics, qui vont devenir une communauté qui va être engagée de manière beaucoup plus intense à votre côté et il va faire une passerelle entre les publics physiques et les publics numériques. C'est-à-dire que vous allez engager des donateurs par de multiples canaux de communication et ces donateurs vont pouvoir être éventuellement faire partie de votre communauté de réseaux sociaux et vous allez les amener à venir rencontrer le musée de manière physique. L'objectif évidemment de collecte qui est extrêmement important et l'objectif de campagne d'impact donc sur le numérique auprès des médias, auprès également des autres soutiens potentiels, c'est-à-dire que à partir du moment où vous rassemblez sur une campagne de financement participatif un très grand nombre de donateurs, que vous avez montré en fait cet attachement des publics à vos côtés et le fait que vous arrivez à les engager, vous arrivez aussi à embarquer d'autres contributeurs qui ne seraient pas forcément venus dès le départ auprès de vos projets. Si vous n'avez pas cet objectif de collecte, si le seul objectif, on entend parfois en fait une campagne de crowdfunding, c'est une campagne de communication. Oui, mais c'est une campagne de communication sur le don. Donc si vous n'avez pas cet objectif de collecter de l'argent au départ, ce n'est pas une campagne de crowdfunding qu'il faut faire, c'est une campagne de communication. Donc c'est vraiment là où on est sur ces trois ressorts et ils sont les trois complètement interconnectés et dépendants les uns des autres. Alors, il y a un point je vais faire vraiment des petits focus. Il y a un point qu'on n'a pas tout à fait abordé là, dans les précédentes présentations, qui me paraît important, c'est de voir qu'une campagne, en fait, elle se travaille dans un planning par rapport à votre projet final. Parce qu'on reçoit beaucoup de demandes de structures qui nous disent « j'ai un projet à réaliser dans un mois, je voudrais faire une collecte ». C'est trop tard. Si vous voulez faire une campagne de financement participatif, il faut anticiper le mouvement, il faut l'anticiper du temps de la campagne, mais aussi du temps de préparation de la campagne. Donc si on fait un rétro-planning, c'est-à-dire qu'entre la fin de la campagne et le moment où vous allez réaliser le projet, il faut prévoir à peu près un mois, le temps de pouvoir justement préparer vos contreparties, délivrer vos reçus fiscaux, collecter l'argent et le mettre à profit de la réalisation du projet. En amont, vous aurez réalisé la campagne de collecte qui dure de 1 à 3 mois avec un temps, sachant que la durée de la collecte ne rajoute pas forcément des capacités de dons. Ce qui est important, c'est vraiment l'intensité de la campagne qui est réalisée pendant la collecte. Donc les durées moyennes se trouvent autour de 60 jours. Et en amont de ça, il faut avoir préparé cette campagne de communication, qui est un moment qui est extrêmement intense. Et donc, au minimum pendant à peu près 5 semaines, qui permet de préparer les éléments de langage, les contenus, les visuels, les contreparties, et encore auparavant, le choix de la plateforme, et encore auparavant, l'identification de votre besoin financier et du choix pertinent du projet. Donc, on est en amont du projet réalisé, on est sur des durées de préparation qui sont de l'ordre de 6 mois. C'est bien de pouvoir anticiper. Et plus vous serez préparé en amont, vous aurez pris ce temps aussi de digérer, partager les contenus que vous avez préparés de manière à vérifier s'ils sont accessibles, quelle est l'appétence en fait de ce que vous proposez en termes de communication, et bien plus la campagne sera vraiment quelque chose de réussi. Quelles sont les clés du succès pour réaliser une campagne de financement participatif? En premier lieu, évidemment, c'est le projet. La question de savoir, question à se poser, c'est est-ce que mon projet a un caractère d'exception, c'est-à-dire qui justifie qu'aujourd'hui, là encore, le MUDO et le musée de Lille l'ont très bien mis en évidence. Qu'est-ce qui justifie qu'aujourd'hui, ce projet-là, c'est sur ce projet-là que j'ai envie d'ouvrir la participation des publics? Est-ce que je le rends? Est-ce qu'il est accessible? Est-ce qu'il est très concret? Et est-ce que, à travers ce projet, je vais pouvoir parler de moi, de mes métiers, l'incarner
et de manière à vraiment rentrer dans cette relation avec le public et leur dire que c'est à ce moment-là que leur participation est importante. Évidemment, une fois qu'on a défini le projet, la présentation du projet est extrêmement indispensable et de manière à la rendre la plus engageante possible. Et donc, c'est répondre aux questions, déjà se poser la question de qui va donner, donc à qui je parle, et répondre aux questions de que les personnes vont se poser, c'est quel est le projet, quand est-ce qu'il se déroule, comment il se déroule, où il se déroule, combien il coûte et qui le porte. Donc c'est vraiment, en faisant une utilisation assez large de visuels qui sont dynamiques et qui l'illustrent, de la vidéo, qui permettent de commencer à raconter l'histoire du projet, ce qui va se passer tout au long de la campagne. Le troisième, c'est l'équipe fédérée. On en a parlé, c'est absolument essentiel. C'est des projets qui sont très fédérateurs en interne parce qu'en fait, ils sont souvent initiés par les directions de la communication ou les directions du mécénat. Et ils font intervenir la programmation, les publics, la direction générale. Donc c'est toute cette fédération d'éléments qui va faire que le projet est porté et porteur. Et la dynamisme de la campagne, on va y revenir. Donc je pense que vous avez déjà vu ça, une campagne de crowdfunding. Elle se développe de manière organique, en fait, sur les 3 cercles, qui sont le premier, le cercle proche de vos collaborateurs, des sociétés d'amis, de vos amis personnels, des abonnés de la structure, qui vont être les premiers contributeurs et qui ont pour mission d'amorcer la démarche et de la relayer, et qu'il est important de sécuriser en amont de la campagne de manière à ce qu'il y ait un démarrage rapide de la campagne. Le deuxième cercle vont être les amis, les proches de ce premier cercle et les réseaux sociaux, les personnes qui vous suivent sur les réseaux sociaux. L'objectif étant d'aller jusqu'au troisième cercle, le grand public, les internautes, qui ne vont arriver que si ces premiers et deuxième cercles sont fédérés, parce que c'est l'exemple qu'on prend souvent, c'est le risque du restaurant vide. Si vous ne connaissez pas un projet, vous allez naturellement vous tourner vers quelque chose qui a déjà suscité de l'adhésion pour le découvrir, plutôt que d'aller dans un restaurant qui est déjà plein, plutôt que d'aller dans un restaurant vide où visiblement vous n'êtes pas assuré que le chef est forcément très bon. Donc la campagne de communication, puisqu'on l'a vu, c'est vraiment un élément clé de la réalisation des projets. On est vraiment sur une campagne qui est un dispositif de narration transmédia qui va se déployer sur tout un ensemble en fait de supports de communication, le mail, les réseaux sociaux, la presse, le print, l'événementiel, votre site internet, de manière à rassembler ces faisceaux de communication sur un outil central qui est la page de collecte. Donc, c'est autant de portes d'entrée dans un dispositif qui est très multicanal et vous allez diffuser en fait les contenus sur ces différents médias, des contenus adaptés qui vont être repris par les contributeurs, les personnes qui suivent et qui s'en emparent et qui vont enrichir cette narration. Et donc, c'est vraiment toute cette démarche, on l'a vu, est par nature complètement participative. Aucun canal de communication n'est à négliger et on n'a pas complètement les mêmes retours d'un point de vue financier selon les canaux de communication. Le mail apporte en général des montants plus importants parce qu'on est là quand on travaille sur le mailing, sur des réseaux de cercles plus proches. Donc c'est important en amont de la campagne de répertorier les ressources, d'analyser les potentiels donateurs, les potentiels relais, les partenariats qui peuvent être noués en amont de la campagne et qui vont apporter des effets de levier, de définir ces profils, identifier les motivations, segmenter les bases, de manière à pouvoir trouver les bons angles de communication et définir les mots-clés, les messages et l'identité visuelle de la campagne. L'identité visuelle de la campagne, elle va se décliner sur les bannières, les images, les hashtags sur les réseaux sociaux, les visuels qui vont être tout le fil rouge de l'identité de la campagne et qui vont permettre de tisser après tous les contenus autour de ce fil rouge. Donc la campagne, c'est vraiment un coup de projecteur sur un projet qui va être réalisé
avec une centaine, plus des milliers de donateurs. On a beaucoup parlé d'hybridation, moi je vais parler d'hybridation de financement. Donc on est là dans des dispositifs collaboratifs, en complément des financements apportés par la DRAC, l'État, la région. On a des donateurs individuels et c'est très complémentaire. Je terminerai sur quelques chiffres en fait, que vous avez probablement vu, c'est l'étude de Ernst & Young sur le mécénat dans les collectivités territoriales qui est sortie en début d'année et qui a indiqué, après une étude assez poussée, qu'un tiers des Français étaient prêts à participer à des projets portés par les collectivités territoriales en faveur de la culture du patrimoine. Donc ça fait une base de potentiels donateurs qui est extrêmement importante et donc qui seront prêts à se fédérer autour de vos projets. Merci Thérèse pour cette présentation très complète. Alors, je voudrais qu'on prenne, alors, soit on prend deux questions, dans la salle, soit on évoque directement deux sujets. Alors, je vais voir déjà s'il y a une question, une réaction. Alors, du coup, j'ai posé les deux sujets que je voudrais qu'on évoque. C'est la problématique de l'appel d'offres lorsqu'on est une collectivité territoriale et savoir comment se calcule le seuil de l'appel d'offres. Est-ce qu'il se calcule sur le montant global du don ou est-ce qu'il se calcule sur d'autres critères? Donc, je vais poser la question peut-être à Sandra. Et la deuxième question, je voudrais qu'on parle de comment est-ce que vous avez eu des exemples dans le culturel d'abondement de dons particuliers par des entreprises. Donc la logique, quand le particulier met 10, une entreprise mécène accompagne en remettant 10 ou en remettant 5. Est-ce que ça a existé déjà dans le domaine culturel? Donc peut-être la première question sur la manière de gérer la problématique de l'appel d'offres. Anne ou Sandra? Nous, c'est simple en fait, on avait regardé, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, on avait regardé les commissions que prenaient les plateformes en présence. Bon, grosso modo, on s'était dit c'est 10% de la somme qu'on lève. Donc on a considéré que ce que nous proposait la plateforme, c'était une prestation. Donc on l'a traité comme une prestation à 700 € avec un marché à procédure adaptée. Et donc c'est une forme très très légère en fait qui nous a permis d'être suffisamment réactifs pour avoir une plateforme. Et est-ce qu'on doit passer en conseil municipal ou en conseil départemental? Le projet, pour pouvoir se faire, de toute façon, a été délibéré en conseil municipal, mais le projet dans son ensemble, en fait. Y compris la dimension crowdfunding? Oui, le fait de rénover la verrière et de procéder à une campagne de mécénat participatif, ça a été validé en délibération au conseil municipal de janvier même. Okay. Et on a même fait délibérer nos dons et contreparties, ce qui fait que quand Culture Time est arrivé, il nous a dit non, c'est pas lié là, on a dû redélibérer à nouveau en conseil municipal. Oui, donc vous avez fait approuver l'ensemble des éléments. Sandra? Oui, alors nous, on a suivi le même raisonnement, mais on va dire qu'on a été moins rigoureux, en tout cas on a été au plus simple, c'est-à-dire qu'on a considéré que c'était un marché à procédure adapté, mais à moins de 15 000 €. Donc on n'a pas fait de publicité et donc on est passé sur une consultation restreinte à 3 prestataires sur devis contradictoires. Voilà. Donc il y a des moyens d'assouplir un peu la procédure. C'est pas, à mon sens... Pardon, tu veux? Nous, on n'a pas publié non plus l'appel d'offres. En fait, on a fait du source que j'expliquais, du sourcing, c'est-à-dire qu'on a appelé les trois propositions. Voilà, et puis après les gens ont candidaté ou pas, quoi. D'accord. Deuxième question. Pardon. Alors, non, juste un petit point parce que c'est un point important pour les collectivités territoriales. C'est pas tellement du point de vue du Code des marchés publics que les difficultés se posent, que du point de vue du maniement des deniers publics.
qui est fait par les plateformes. Et la comptabilité publique oblige à ce que les données publiques soient maniées par le payeur. Donc il faut déroger à ce monopole. Et pour déroger à ce monopole, il faut aujourd'hui passer par une procédure qui est un petit peu lourde, qui est l'installation d'une régie de recettes externalisée chez ce projet, chez l'opérateur. C'est quelque chose qu'on a construit ensemble avec Culture Time, en liaison avec le payeur départemental, avec les services financiers de la collectivité. Et ça, il faut avouer qu'aujourd'hui, c'est un vrai frein. Je crois que Thérèse peut en parler parce qu'elle mène des actions de lobbying ministériel pour essayer de lever ce frein qui est réel. Ouais, en fait, donc on s'est rendu compte, on a constaté ça au moment de lancer la campagne du MUDO, et donc on a mis en effet on a mis en place une régie de recettes temporaire pour la réalisation de l'opération, puisque les dons sont considérés ex ante comme de la recette publique, puisque c'est l'intention du donateur qui compte. Donc, comme il transite par le compte séquestre qui est administré par notre établissement de paiement, il y avait une manipulation par une personne autre que le payeur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ce sujet-là cette problématique a été levée dans le cadre de la loi de simplification de la vie des entreprises qui a été promulguée le 20 décembre 2014, qui a autorisé pour l'État et ses établissements publics à convenir d'une convention de mandat avec un opérateur qui soit public ou privé pour procéder au recouvrement des fonds, procéder au recouvrement de recettes publiques. Donc, très simplifié pour l'État, et on en était ravis. Malheureusement, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, exactement donc la même loi, juste le paragraphe du dessous, n'a pas tout à fait la même stipulation. Elle autorise cette convention de mandat uniquement pour les recettes de billetterie. Donc ça exclut le don. Donc ce qui fait que les collectivités territoriales, les établissements et leurs EP ne peuvent pas utiliser simplement aujourd'hui les plateformes pour réaliser des campagnes de collecte et doivent mettre en place des régies de recettes temporaires, ce qui est lourd et pénible pour tout le monde. Et donc on s'est emparé du sujet avec l'association Financement Participant France et l'AFDEL, qui est l'association française des développeurs de logiciels. On est allé à Matignon, ministère de la Culture, ministère des Finances, et on a prochainement un rendez-vous au ministère du Budget. L'objectif étant de faire passer une petite modification à cet article de loi dans le cadre du prochain projet de loi de finances. On a reçu aujourd'hui en fait aucun obstacle à cette possibilité, la difficulté étant juste que quelqu'un s'empare du sujet et le passe en cavalier dans le projet de loi de finances. Il faudrait avoir un député donc on est dedans. Son réseau, ouais, voilà. La dure vie pour une petite start-up comme nous, c'est... Voilà. La deuxième question, rapidement, un exemple d'abondement par une entreprise d'une opération de financement participatif culturel. Oui, alors je n'ai pas d'exemple là, mais c'est quelque chose d'important et sur lequel on travaille en effet. Une dernière question. J'aurais essayé. Eh bien, dans ces cas-là... Ah, Christophe, c'est super sympa. Vraiment, je te dois une bière. C'est clair. Non, c'est une question à Culture Time, mais de curiosité. C'est quoi votre plus beau projet pour l'instant ? Le plus beau projet, c'était celui du MUDO. En fait, ce qui se passe, donc, vous l'avez vu, on est assez jeunes. Et on a des gros projets qui vont sortir, des plus gros projets qui vont sortir en septembre là. Parce que ces délais de préparation, d'identification du projet, de passage éventuellement au conseil municipal, de programmation, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais en fait dans le planning de préparation du projet, vous n'allez pas forcément mettre tous ces éléments de rétro-planning bout à bout, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous souhaitez faire une campagne, la campagne, il faut aussi la positionner à un bon moment dans la période de programmation du musée.
C'est-à-dire que si vous avez à un moment donné un enjeu très fort sur une exposition sur lequel il y a beaucoup de risques, beaucoup de partenaires, c'est pas forcément le bon moment pour faire votre campagne, parce que les deux sujets vont se cannibaliser. Vous n'allez pas avoir un espace de communication suffisant. Donc on peut reporter des campagnes de manière à les lancer à un moment qui est propice à la communication autour de ce sujet-là. Et donc là, on va avoir des gros projets à la rentrée. Et le prochain beau projet, ce sera celui d'Anne. Le prochain, il est en cours. Non, mais il est en cours, mais elle a encore 12 jours pour dépasser. Bon, merci à vous quatre. Je voudrais remercier tous les intervenants puisqu'il est 17h30. On a 5 minutes de retard sur le planning. Alors, je voudrais, avant de demander aux partenaires de me rejoindre, je voudrais vous dire que les photos de Julien, donc les photos prises dans les rues de Lens depuis ce matin, ont déjà atteint 150 000 followers sur Facebook, ce qui donne une idée du potentiel de marketing viral et de communication autour d'un projet de ce type. Donc on a posté des photos ce matin vers 10-11 heures, les 4 ou 6 photos, et on peut voir un peu l'impact en marketing viral d'une telle opération. Donc vous pourrez, à vous d'aller chercher dans les rues de Lens donc les photos qui ont déjà été accrochées. Et je pense qu'on a trouvé le lieu pour accrocher la dernière. On va aller le faire tout à l'heure. Et du coup, on voulait juste vous montrer les pages Facebook de... Julien, est-ce que vous pouvez connecter l'autre ordinateur pour qu'on aille montrer sur Facebook les différentes pages? L'autre ordinateur, s'il vous plaît. Bon. Celui-là. Bon. Et je vais du coup demander à Christophe, Wafa, Bruno Cavaco et Michael de me rejoindre, de Karl Michael, pardon. C'est la fin de la journée. Et je vais donner la parole peut-être à Bruno Cavaco, le président de l'incubateur Louvre Lens-Vallée. Je cherche un deuxième micro pour vous le donner, pour faire un petit mot de conclusion. Oui, écoutez, comme j'ai le petit mot de fin, je tiens à remercier tout d'abord effectivement le CLIC d'avoir tenu son deuxième forum ici à Lens. Je remercie aussi nos partenaires avec Christophe et Karl Michael pour la région des musées et Picta Novo. Donc évidemment, c'était très intéressant. Bon, je n'ai pas tout assisté, mais j'ai pu venir à des moments et on voit justement les enjeux qu'il peut y avoir effectivement entre la culture et l'innovation. Et vous avez pu aussi visiter le Louvre et notamment la bulle immersive. On voit aussi, puisque le Louvre, qui est partenaire de la Louvre Lens-Vallée, et d'ailleurs Xavier Decto est notre trésorier, vous avez pu voir aussi des applications numériques dans un musée, dans un beau musée. Et on voit effectivement toutes les applications possibles autour de cela. Ce que je veux dire aussi, puisque étant élu lensois et je veux dire satisfait d'ailleurs de l'opération, parce que je viens de l'apprendre, je ne savais pas, vous avez fait des photos et vous avez imprimé dans la ville. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la Louvre Lens-Vallée naît sur un territoire qui en fait c'est une première conséquence de l'arrivée du Louvre, mais pas que, puisque effectivement depuis l'arrivée du Louvre, nous avons énormément de projets sur ce territoire, que ce soit effectivement les réserves du Louvre, puisqu'on va avoir à peu près 220 000 œuvres qui vont être là à côté du Louvre, et on voit très bien toutes les applications qu'il peut y avoir en termes de numérisation, ou voire même en termes de recherche. On a effectivement des musées, des projets comme Mineurs du Monde ou Région des musées. On a aussi, à côté aussi, à vol d'oiseau à 200 mètres, aussi un atelier d'artistes avec François Pinault qui est en construction. Donc on voit effectivement toute cette dynamique, sans parler des chemins de mémoire, puisqu'on a à proximité vraiment d'un territoire où il y a des chemins de mémoire. On voit vraiment un champ porteur pour effectivement les applications numériques autour de la culture. Donc voilà, et dire aussi que la Louvre Lens-Vallée est un jeune cluster, avec aussi, comme vous le savez, j'ai vu, ce qui m'a fait plaisir, que pas mal d'acteurs travaillent aussi avec l'INA. L'INA vient s'installer à la délégation régionale au sein de l'écosystème de la Louvre Lens-Vallée. Nous avons aussi un projet avec le CEA qui s'installe à Lille, mais qui développe aussi différentes plateformes. Et ce que je ne savais pas, c'est que le CEA aussi a énormément de brevets en termes d'innovation dans la culture. Et effectivement, on travaille pour qu'on ait une plateforme aussi dans l'écosystème de la Louvre Lens-Vallée. Donc j'invite
toutes les institutions, les startups et aussi, je veux dire, les organismes de financement à rejoindre la Louvre-Lens Vallée. Nous avons plusieurs collèges, vous pouvez adhérer et vous avez au WAFA donc, notre nouvelle directrice à votre disposition pour cela. Voilà, et merci à tous. Merci, Président. Donc, je voulais dire en conclusion, je voulais dire que la première année, donc il y a 2 ans, on était avec Pictanovo. C'est la fin de la journée. Et donc cette année, on est beaucoup plus autour de cette organisation. Donc, j'espère qu'il y aura une autre journée et que nous serons à nouveau réunis pour l'organiser. Je voudrais remercier, alors je vais sans doute oublier des noms ou des prénoms, donc je voudrais remercier dans les 3 partenaires, les 4 partenaires, donc Bruno, Wafa, Isabelle, Malika, Christophe, Raphaël, Xavier, Régine, Carl-Michael, Marie, Sébastien, et un petit merci, j'avais promis de le faire à Alan, qui est de la région des musées et qui a fait le graphisme de la journée qu'on a utilisé sur les plaquettes. Et merci aux autres, parce que j'ai dû oublier quelques prénoms. Alors, le programme, maintenant, on va pouvoir avoir une dernière visite de la bulle immersive qui aura lieu à 18h. Et 18h également aura lieu une visite de l'exposition, une visite privée de l'exposition actuelle du Louvre-Lens. Le Louvre-Lens ferme à 18h, et donc à partir de 18h, le Louvre-Lens est à nous. Et on se retrouvera, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve à 6h moins 10 précise, à l'endroit où vous avez retiré votre badge ce matin. On ira ensemble au Louvre-Lens et on fera deux équipes. La bulle immersive, on est limité à 15 personnes, mais je pense que ça ira. Et vous ne reviendrez pas ici, donc prenez toutes vos affaires. Alors, je ne sais pas si Isabelle est là pour me rappeler si j'ai oublié des choses à dire, mais je pense que... Ah oui, et je voulais dire merci à nos 2 amis techniciens qui ont travaillé toute la journée. Et je voudrais remercier aussi Daisy, Xavier, voilà. Et Hélène qui m'ont assisté pour l'organisation de cette journée. Là, voilà la page Facebook d'Outings. On peut naviguer un peu peut-être, Xavier. Voilà, donc les photos de Lens. On descend. Voilà, et qu'on a relayé sur la page Facebook du CLIC et sur le fil Twitter du CLIC, la page Facebook du CLIC, Xavier. Voilà, donc vous pourrez aller retrouver ces images. Et donc, oui, dernière chose, on a enregistré toute la journée en audio, donc on le mettra en ligne. Et 3 étudiants je crois, de Lille ont également vont rédiger un compte-rendu. Donc, je voulais les remercier par avance de leur compte-rendu qu'on mettra en ligne sur le site du CLIC. Voilà, j'ai fini. Bonne soirée.